d'avoir financé ces différents projets et puis évidemment de nous donner l'opportunité de présenter les travaux. C'est des travaux qu'on mène à l'Université de Rouen, Saint-Glois 3830. Et on s'intéresse particulièrement... Vous m'entendez ou... Moi j'entends, il est là. On s'intéresse particulièrement à la modulation de la plasticité de la moelle et la possibilité de recruter les cellules souches endogènes qu'on va trouver dans ce tissu après une lésion. Et le but, c'est d'essayer de faire ça de manière non invasive pour proposer ce traitement sans avoir à recourir à de plus amples chirurgies. Donc, je vais vous présenter ces travaux qui s'intéressent donc à l'utilisation de la stimulation magnétique pour essayer d'utiliser cette thérapie non invasive. Je vais passer brièvement sur les lésions de la moelle puisqu'elles vous ont été présentées juste avant. Je vais juste insister sur quelque chose qui va nous intéresser par la suite. C'est que maintenant, il y a deux populations qui vont être concernées majoritairement par les lésions de moelle. C'est les personnes jeunes, mais également des personnes plus âgées, de plus de 60 ans, qui vont avoir des lésions. Et on n'aura pas forcément les mêmes capacités de récupération, puisqu'on n'aura pas forcément les mêmes cellules qui pourront être recrutées sur site. Et évidemment, il n'y a pas de traitement à l'heure actuelle qui peut être proposé pour ces différents patients. Je vais revenir également brièvement sur cette diapositive, puisque ça vous a également été introduit, juste pour revenir sur le fait que couramment, la cicatrice qui se met en place suite à la lésion médulaire, elle est décrite comme étant composée de cellules gliales. On va voir qu'il y a une petite pondération qui peut être faite à ce niveau, puisqu'il y a d'autres types de cellules qui vont participer à la mise en place de cette cellule. Et en général, on dit que la moelle épinière est un tissu non plastique, alors on le définit comme ça même sans lésion, mais c'est évidemment encore plus vrai quand il y a une lésion qui s'est mise en place au niveau de la moelle. Cette description de la moelle comme un tissu non plastique, elle a été un petit peu contredite ces dernières années, puisque il y a une dizaine d'années, il a été trouvé une population de cellules souches qui siègent au niveau de la moelle épinière, et cette population de cellules souches, elle est au niveau du canal central, au niveau des cellules épendymères qui sont quiescentes en état physiologique, donc sans lésion. C'est des cellules qui se divisent peu ou pas, qui vont servir essentiellement à brasser le liquide cérébrospinal, mais qui, suite à une lésion, vont avoir le potentiel de prolifération le plus élevé qu'on va trouver au sein de la moelle, et elles vont pouvoir donc se diviser, elles vont pouvoir migrer sur une lésion qui est représentée ici au niveau dorsal, et elles vont participer à la mise en place d'une composante gliale de la cicatrice qui est décrite comme plutôt permissive de la repousse pour celle qui vient en particulier des cellules épendymères. De la même façon, la cicatrice gliale astrocytaire qui était décrite comme essentiellement hermétique à la lésion, elle a un rôle bivalent puisque si on inhibe, ça a été présenté dans ce papier, si on inhibe la mise en place de cette cicatrice gliale astrocytaire au niveau du cœur de la lésion, comme on le voit ici, avec un marquage sur cette coupe longitudinale qui est dépourvue du marqueur GFAP qui est caractéristique de ces cellules, on va avoir, comme ça vous a été présenté avant, si on s'intéresse à la repousse axonale, on voit que chez un animal contrôle, on va avoir ces axones qui vont pouvoir aller jusqu'au niveau de la zone lésée, et à l'inverse, si on bloque la mise en place de cette composante gliale astrocytaire au niveau de la cicatrice, on va avoir une dégénérescence accrue de ces axones qui vont arriver très distalement de la zone lésée. Donc on a différentes populations qui vont jouer des rôles très importants dans cette cicatrice, et il y a un dernier acteur qui a été découvert il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en plus de ces cellules purement gliales, il y a les péricytes qui entourent les vaisseaux, qui vont, suite à une lésion, pouvoir proliférer, qui vont mettre en place une composante fibrotique au niveau de la lésion médulaire. Et cette composante fibrotique, elle est décrite comme rigoureusement hermétique à la lésion, puisque très récemment, dans un papier, ils ont démontré que si on inhibait la mise en place de cette cicatrice fibrotique qui est représentée ici à nouveau au niveau dorsal, on pouvait induire les axones à traverser la zone de lésion, et que le fait de pousser ces axones à traverser la zone de lésion était corrélé à une récupération fonctionnelle, ici sur un corridor de marche dont on parlera par la suite. Donc couramment, le modèle cellulaire qui est décrit sur la mise en place de la cicatrice, c'est celui-ci. On va avoir différentes populations cellulaires qui vont se mettre en place. Donc ici, on est chez la souris. Donc pour des temps plus de 4 mois, on n'a plus de composants inflammatoires dans la souris. L'inflammation disparaît plus vite que chez le rat. Mais on va avoir ces différentes populations, encore une fois, représentées sur une lésion au niveau dorsal. On va avoir une cicatrice gliale, avec en bordure de cette cicatrice des astrocytes qui proviennent d'astrocytes,
Et au niveau du cœur de la lésion, on va avoir des astrocytes qui viennent des cellules souches endogènes, les cellules épandymères, qui vont participer ici en vert à cette mise en place de cette cicatrice gliale. Et on a en plus, dans le cœur lésionnel, une cicatrice fibrotique qui est extrêmement hermétique à la lésion, qui va ici être représentée en jaune. Et ce qu'on essaye de faire dans le laboratoire, c'est de moduler ces différentes populations pour essayer d'induire une repousse fonctionnelle des axones à travers la zone lésée. Les différentes stratégies qui peuvent être envisagées pour faire ça, la première, c'est la transplantation. Ça a été extrêmement utilisé dans de nombreuses études. Il y a de nombreux types cellulaires qui ont été utilisés pour faire ça. Des cellules souches embryonnaires, des cellules souches reconditionnées, des cellules souches hématopoïétiques, etc. Mais il y a deux biais à ça, c'est qu'évidemment c'est invasif et il y a un risque non négligeable de développer des tumeurs, des grosseurs, suite à cette transplantation de cellules souches qui peuvent se diviser à l'intérieur du tissu. Et l'autre alternative, c'est celle qu'on essaye de faire au sein du laboratoire, c'est de recruter les cellules souches endogènes et plus largement évidemment moduler les différentes populations qu'on trouve au niveau de la zone lésée et au niveau de la moelle épinière. Pour faire ça, on propose un traitement non invasif puisqu'on essaie d'utiliser les cellules souches endogènes, les cellules qui sont présentes elles-mêmes au sein de la moelle, et on s'est intéressé en particulier à la stimulation magnétique. Alors pourquoi la stimulation magnétique? Parce que c'est déjà utilisé chez l'homme, surtout en stimulation transcrâniale, c'est-à-dire on a une stimulation à travers la boîte crânienne, et c'est utilisé dans différents modèles de maladies psychiatriques ou neurodégénératives telles que Alzheimer ou la dépression. C'est non invasif et il n'y a pas d'effet secondaire connu suite à l'utilisation de la stimulation magnétique. Et le rôle supposé d'action de cette stimulation, c'est en jouant sur les potentiels d'action, soit en augmentant la probabilité de fréquence d'avoir des potentiels d'action, soit en diminuant cette probabilité de fréquence au niveau des neurones. Mais il y a une étude très intéressante chez l'animal qui montre que, au-delà de jouer uniquement potentiellement sur les neurones, il y a un rôle qui peut être joué par cette stimulation magnétique sur les cellules souches, puisqu'ici, on voit que chez les animaux, si on récupère l'hippocampe, on peut augmenter le nombre de neurosphères qu'on va avoir en stimulant directement les cellules en culture. Donc cette stimulation magnétique, elle a un rôle sur différents types cellulaires. Et c'est sur la base de ces différents travaux qu'on propose donc ce travail, cette fois-ci en utilisant la stimulation magnétique au niveau transspinal, c'est-à-dire en plaçant la bobine directement sur la zone lésée, pour proposer un traitement non invasif qui pourrait être ultérieurement utilisé chez l'homme. Et le but est de mobiliser les cellules souches endogènes, mais plus largement d'essayer de remodeler cette cicatrice qui est hermétique en partie à la repousse axonale pour essayer de faire en sorte que les axones franchissent cette lésion et puissent induire une récupération fonctionnelle. On a testé différents paradigmes expérimentaux avec cette stimulation magnétique. Le premier qu'on a testé, c'est de réaliser une section ici à J0 et de commencer la stimulation magnétique dès le lendemain. Donc c'est un protocole qui est assez simple, ça dure 10 minutes par jour pendant 2 semaines, pendant 14 jours. Et on a regardé si effectivement, avec ce protocole, 15 jours après la lésion, donc dès l'arrêt de la stimulation, si on pouvait moduler les cellules présentes au niveau de la moelle et donc la cicatrice par des analyses histologiques à 15 jours et de la même façon à plus long terme, 90 jours après la lésion, soit 75 jours après la fin du traitement. Et on a regardé les différentes populations que je vous ai présentées avant, la population fibrotique, gliale, et pour les temps précoces, on a regardé également l'inflammation qui règne au sein de la moelle épinière. Alors comme vous le voyez ici, à gauche vous avez les animaux qui n'ont pas bénéficié du traitement et à droite vous avez les animaux qui ont bénéficié du traitement sur des coupes de moelle longitudinales. Et vous voyez ici, on a une lésion donc chez la souris qui est sévère, la moelle est coupée en entier, et on voit qu'il y a une fibrose extrêmement importante qui se met en place au niveau du cœur de la lésion. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on a un jeu de puzzle qui se met en place, c'est-à-dire que là où on a de la fibrose, on n'a pas de gliose, c'est-à-dire qu'ici, toute la zone qui correspond à la zone fibrotique est dépourvue d'astrocytes. Et de la même façon, on a une inflammation extrêmement importante ici à 15 jours chez les animaux qui sont sans traitement. Et comme vous le voyez ici, on a une réduction importante de la fibrose chez les animaux qui ont bénéficié de la stimulation magnétique. Et en regard de ça, on a le pendant glial, c'est-à-dire que les astrocytes ont pris la place qui était perdue par les fibroblastes au niveau du cœur lésionnel,
et on a également une réduction de l'inflammation qui règne au sein de la moelle épinière sur la base du marqueur IBA1 ici. Donc la stimulation magnétique, elle arrive à moduler, à modifier la mise en place de cette cicatrice médulaire. On a regardé à plus long terme et on retrouve le même type de marquage, c'est-à-dire qu'on a toujours une fibrose extrêmement forte ici au cœur lésionnel et qui est dépourvue d'astrocytes, et on arrive à réduire très fortement cette fibrose au niveau du cœur lésionnel, et à l'inverse, on va avoir les astrocytes qui vont pouvoir prendre la place de cette fibrose. Donc on arrive à maintenir, même après l'arrêt du traitement, cette modulation des différentes populations qu'on va trouver au sein de la moelle épinière. On s'est intéressé au fait de savoir si le fait de moduler ces populations, si c'était lié à une récupération fonctionnelle. Et donc on a utilisé le même protocole expérimental avec une lésion qui commençait le jour, la stimulation qui commençait le jour après la lésion. Et on a fait passer les animaux 15 jours et 30 jours après la lésion sur un couloir de marche. Donc en fait c'est un corridor avec des pièges, si on peut dire, c'est-à-dire que c'est des barreaux. Et entre chaque barreau il y a un espace. Et l'ordinateur va compter le nombre de fois où l'animal trébuche entre les barreaux. Il va compter le temps de trébuchement, parce que les animaux qui sont lésés ont du mal à revenir sur la plateforme, et le temps que les animaux ont mis à traverser ce corridor, de manière automatisée. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les animaux qui n'ont pas de traitement, ils vont trébucher en fait à chaque barreau, ce qui va nous donner un seuil maximal pratiquement d'erreur possible. Et donc en rouge, vous avez les animaux qui n'ont pas de traitement, en vert les animaux qui ont eu un traitement. Ici à gauche, c'est le nombre d'erreurs aux pattes arrière, au milieu c'est le temps d'erreur, c'est-à-dire le temps que les animaux ont mis pour le temps que les animaux ont coupé ce faisceau lumineux entre les barreaux, et ici le temps qu'ils ont mis pour traverser le corridor. Et la petite ligne que vous voyez ici, c'est des animaux non lésés, ce qui nous donne le niveau de base des erreurs ou du temps de traversée qui est mis par des animaux sans lésion durant l'habituation. Et donc vous voyez que pour ces trois paramètres, quels que soient les temps expérimentaux, 15 jours et 30 jours, on a une diminution du temps d'erreur, du nombre d'erreurs, du temps d'erreur et du temps mis par ces animaux pour traverser ce corridor. Donc ici, la stimulation magnétique, elle induit une récupération fonctionnelle chez nos animaux. On a testé un autre protocole expérimental qui est probablement plus proche de ce qui pourrait être fait en clinique, c'est-à-dire on commence la stimulation 10 jours après la lésion. Donc les animaux sont lésés, ils sont laissés pendant 10 jours, et au 10e jour, sur les mêmes animaux qui vont servir de contrôle, on va commencer la stimulation de la même façon, 10 minutes par jour, pendant 2 semaines, pendant 14 jours. Et on va regarder donc, sur ces mêmes animaux, en longitudinal, s'il y a une récupération fonctionnelle en utilisant le même test 25 jours et 40 jours après la lésion, et si au niveau terminal, 90 jours après la lésion, si on a une restauration, en tout cas une modulation des populations cellulaires qui sont présentes au niveau de la moelle, en particulier au niveau du site de lésion. Donc comme vous voyez ici, on a à nouveau le même type de courbe avec des animaux sans traitement et des animaux traités 25 jours et 40 jours après la lésion. Et on a le même type d'amélioration, donc une diminution du nombre d'erreurs aux pattes arrière, du temps d'erreur et du temps de traversée nécessaire pour aller d'un bout à l'autre du corridor. Et on retrouve le même type de modulation de la cicatrice, même quand le protocole commence 10 jours après la lésion, où on va réduire la fibrose qui siège au centre de la lésion médulaire, et de la même façon, on va augmenter la gliose qui va se trouver présente à la place de cette fibrose. Donc, même dans le cas d'une prise en charge différée par rapport à la lésion, la stimulation magnétique va induire une récupération chez nos animaux avec une modulation de la cicatrice. On s'est intéressé ensuite sur quel pouvait être l'effet précis de cette stimulation magnétique, puisque là on présente des populations de cellules, une récupération fonctionnelle, mais on n'a pas d'idée forcément du point d'entrée, en tout cas des cellules qui vont être particulièrement sensibles à cette stimulation. Donc on a repris notre premier protocole avec des animaux qui sont lésés et qui sont stimulés pendant 15 jours, et on a réalisé des études de protéomique afin de voir quelles étaient les protéines qui étaient différentiellement exprimées chez nos animaux stimulés par rapport à des animaux qui étaient lésés sans stimulation. Et on a donc plus de 150 protéines qui se trouvent différentiellement exprimées, et la majorité d'entre elles sont surexprimées dans la moelle par rapport à celles qui sont sous-exprimées. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que la plupart de ces protéines sont liées soit à la survie neuronale, soit à la croissance neuronale ou au processus de myélinisation. Donc,
Je vous montre ici un diagramme pour justement illustrer ça. On va avoir donc des protéines qui sont impliquées dans la baisse de la mort cellulaire. Donc on va faire baisser l'apoptose, baisser la mort cellulaire qui règne au sein de la moelle après stimulation magnétique. Et au contraire, on va activer des pathways qui permettent d'augmenter la survie neuronale et la croissance de ces axones. Par la suite, on a corrélé ces expériences protéomiques à des expériences à nouveau histologiques pour voir si on retrouvait cette préservation de la myéline et cette survie neuronale suite à la stimulation magnétique. Donc on a fait un marquage MBP ici qui marque la myéline qu'on va retrouver au niveau de ces coupes longitudinales, et on voit qu'on va avoir une préservation effectivement de la myéline chez les animaux stimulés par rapport aux animaux qui n'ont pas bénéficié de la stimulation magnétique, et il en est de même pour la survie neuronale. Donc on retrouve au niveau cellulaire ce qu'on avait trouvé au niveau protéomique, c'est-à-dire survie neuronale et diminution de la démyélinisation. On a voulu regarder ensuite si la stimulation magnétique induisait bel et bien une repousse axonale. Donc on a utilisé ce qui vous a été présenté tout à l'heure et ce qui a été présenté au début, durant l'introduction de cette présentation, c'est-à-dire qu'on a injecté des traceurs qui sont pris en charge par le transport axonal antérograde et qui vont donc pouvoir aller jusqu'au niveau de la zone lésée ou, si le traitement marche, pouvoir traverser cette zone lésée. Donc on prend ce traceur, on l'injecte dans la moelle, et ce qui va se passer pour un animal sans traitement, c'est qu'il va s'arrêter au niveau de la cicatrice, en particulier au niveau de la fibrose qu'on va trouver au sein de cette cicatrice. Et comme ce qui est illustré ici, qu'on va voir après en histologie, on va pouvoir traverser cette zone lésée chez les animaux qui ont bénéficié de la stimulation magnétique. Donc on injecte le traceur en amont de la lésion, et vous voyez, on a quelques fibres qui vont passer, parce qu'on n'arrive jamais à couper la moelle entière, et on a une absence de fibres au niveau de la zone lésée, alors qu'on a des fibres qui arrivent à traverser la moelle suite à cette stimulation magnétique. Donc la stimulation magnétique, elle augmente également la repousse axonale. On s'est intéressé à une dernière série de manipulations pour corréler ce qu'on avait trouvé en études protéomiques, puisqu'on a trouvé également des protéines qui sont impliquées dans les processus de prolifération cellulaire. Et on l'a vu au début de cette présentation que les cellules qui ont le ratio de prolifération le plus élevé suite à une lésion, c'est les cellules épandymères, les cellules souches, qui sont autour du canal central. Et on a voulu regarder si cette stimulation magnétique allait augmenter le potentiel souche du tissu, donc d'une première façon in vitro et ensuite in vivo. Donc on a fait le même protocole, on a lésé des animaux, une partie a été laissée telle quelle et une autre partie a été stimulée. Et on a regardé si on arrivait in vitro à retrouver des neurosphères, donc des cellules souches neurales qui sont présentes au sein du tissu médulaire. Et on augmente ce nombre de neurosphères qu'on est à même de récupérer suite à la stimulation magnétique. Donc on augmente bien la prolifération de ces cellules souches endogènes in vitro. Par la suite, on a utilisé un modèle de souris transgénique qui nous permet de taguer ces cellules in vivo, cette fois-ci, qui vont se trouver autour du canal central, et on a regardé si on avait une augmentation de la prolifération de ces cellules et également de leur contribution à la mise en place de la cicatrice. Donc comme vous le voyez, la cicatrice, on a les cellules qui vont migrer jusqu'à cette zone lésée, et on a une augmentation assez importante de la contribution de ces cellules par le biais de l'augmentation de la prolifération des cellules souches qui siègent autour du canal central. Donc on retrouve cet effet également in vivo d'augmentation de la prolifération des cellules souches et de leur contribution à la mise en place de la cicatrice. On s'est intéressé à un dernier protocole expérimental pour voir si justement on pouvait induire à nouveau cet effet chez les deux populations, donc en mimant évidemment chez l'animal, c'est les deux populations de personnes qui sont les plus concernées par les lésions de moelle, à savoir les jeunes et les personnes un petit peu plus âgées qui vont avoir dans les deux cas des lésions médulaires. Donc pour mimer ça, pour mimer les adolescents, on a utilisé des souris d'à peu près 30 jours, ce qui correspond au temps de maturation de ces animaux. Et pour mimer la tranche d'âge 60-80, on a utilisé des animaux un petit peu plus âgés de 18 mois, et on a appliqué un protocole de stimulation avec une stimulation longitudinale comme on l'avait fait auparavant. La lésion, 10 jours plus tard, on commence la stimulation. On regarde en termes de récupération fonctionnelle dans le corridor de marche si les animaux ont une récupération, en tout cas une diminution du nombre de fautes qu'ils font en traversant ce corridor. Et on regarde à la fin en histologie si on a bien modulé, encore une fois, les populations qui vont mettre en place la cicatrice, en tout cas qui vont siéger la cicatrice 90 jours après la lésion. Donc chez les animaux juvéniles, on a une récupération extrêmement importante, que ce soit au niveau tissulaire ou au niveau fonctionnel,
avec une diminution du nombre d'erreurs, du temps d'erreur et du temps de traversée de corridor, qui est extrêmement impressionnant, puisque on a la ligne de base ici d'animaux sans lésion. Donc chez les animaux juvéniles, ça marche particulièrement bien, on a une récupération fonctionnelle qui est assez forte, et on retrouve ici cette corrélation avec l'histologie, puisqu'on a une diminution extrêmement forte de la fibrose avec la gliose qui vient quasiment boucher à nouveau la zone qui était lésée 90 jours avant. Et chez les animaux plus âgés, on a une récupération qui est bien plus modérée mais qui est présente. Alors elle est assez importante en termes histologiques, mais elle est moins importante en termes de récupération fonctionnelle. On a une diminution du nombre d'erreurs et une diminution du temps de traversée de corridor. On n'a pas de diminution du temps d'erreur. Et comme vous le voyez, on reste sur des valeurs qui sont quand même très éloignées de celles d'un animal sans lésion. Donc on a une récupération chez ces animaux plus âgés, mais qui est plus modérée en termes fonctionnels. Donc la stimulation magnétique, dans ces deux modèles, elle induit encore une fois une récupération fonctionnelle et une modulation des populations cellulaires qui sont présentes au sein de la moelle épinière. Donc les perspectives pour ces travaux, ce serait de faire du séquençage, du bulk RNA sec, puisqu'on n'a pas réussi à déterminer précisément le fonctionnement de la stimulation magnétique, en particulier sur les populations de cellules myélinisantes que sont les progéniteurs oligodendrocytaires, voire les cellules qui sont plus avancées dans la différenciation, qui sont myélinisantes. Donc on va le faire par des manips de séquençage, ou avec des souris transgéniques, on va récupérer spécifiquement ces populations et on va séquencer l'ARN messager de ces cellules. Et également, on va poursuivre ces manipulations chez le rat, puisque la souris a une différence majeure avec le rat et avec l'homme, c'est qu'il n'y a pas ces fameuses cavités qu'on a vues justement dans la présentation d'avant, sur le fait qu'on a des cavités dépourvues de cellules qui vont être au sein de la moelle. On n'a pas ce type de cavité chez la souris. Et puis évidemment, sur un moyen terme, le fait de transposer ce traitement en clinique humaine. Donc je tiens à remercier les personnes qui ont participé à ce projet, donc tous nos collaborateurs des plateformes de protéomique et d'imagerie, et nos collaborateurs internationaux, et puis les étudiants qui ont passé leur thèse dans le laboratoire. Évidemment, les financeurs qui ont permis la réalisation de ce projet, dont l'IRM qui nous a financé largement pour ce projet, et puis les personnes du laboratoire, donc en particulier les étudiants Shaima, Hugo et Quentin, notamment Shaima, qui a participé en grande partie aux manipulations sur ce projet. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup aussi pour cette présentation. On comprend bien les objectifs et aussi le fort potentiel translationnel de vos résultats. Donc des résultats. Alors Monsieur Tadier va commencer. Merci pour cette très intéressante présentation qui m'a permis personnellement de mieux comprendre pourquoi vous aviez changé d'orientation, puisqu'on avait financé un premier projet et puis on finance maintenant celui-là. Et j'ai bien compris là aujourd'hui, puisque les connaissances que vous avez sur les cellules et ces cellules souches qui étaient dans votre premier projet aboutissent également à ce projet très, très prometteur. J'ai 3 questions. Vous les voulez en bloc ou séparément? Comme vous voulez. Alors la première question, c'est vous savez qu'il y a eu des publications sur la stimulation électrique et la récupération fonctionnelle, et que l'IRM s'oriente actuellement vers un projet de collaboration avec l'AFM pour une stimulation électrique et la rééducation. Alors, quelle différence faites-vous entre la stimulation électrique et la stimulation magnétique? D'un point de vue mécanistique, Oui. d'un point de vue mécanistique, je pense qu'on est très probablement sur des mécanismes proches, puisque nous, ce qu'on envisage, c'est une sorte de kinésithérapie cellulaire, c'est-à-dire qu'on préserve les neurones en état, en médicaments neuronal, ce qui va augmenter également la prolifération des oligodendrocytes, la mobilisation des axones qui sont restés vivants en site de lésion, etc. Et je pense que c'est probablement le même type de mécanismes qui prennent place après la stimulation magnétique ou alors la stimulation électrique, ou bien la remise en place de certains réseaux qui peuvent se faire suite à la stimulation électrique, parce qu'il y a des études qui se font pour essayer justement de remettre en place pour le contrôle vésical sur la stimulation magnétique. Parce que la stimulation magnétique aurait le grand intérêt d'être moins invasive que la stimulation électrique. Donc pour ça, c'est déjà très important. La différence majeure, c'est celle-ci.
Le deuxième, est-ce que vous avez différentes fenêtres d'intensité dans la stimulation? Non, on a testé différents protocoles expérimentaux sur la mise en place de la stimulation. Par contre, on a testé différentes fenêtres de temps de stimulation, 7 jours, 2 fois 5 jours, etc. Donc c'est des fenêtres qui marchent moins bien. Mais on n'a pas fait plus longtemps et on n'a pas essayé de stimuler plus fort. Donc là, on est à 0,4 Tesla. On a essayé, c'est supportable. Alors la troisième question, même si vos expérimentations sur l'animal âgé m'intéressent beaucoup, en fait, est-ce que vous l'avez fait aussi sur des lésions anciennes, ou est-ce que vous pourriez le faire sur des lésions anciennes? On n'a pas fait non plus sur des lésions anciennes, mais ce serait très intéressant. Surtout, alors c'est à pondérer, parce que chez la souris, on n'aura pas cette cavitation qui va se mettre en place. C'est pour ça également qu'on va essayer chez le rat. Puisque chez le rat, on espère également diminuer ses cavités, puisqu'il n'y a pas de cellules en fait, au sein de ces cavités, donc on ne peut pas espérer de repousse à travers. Merci beaucoup et félicitations. La littérature ne dit pas des travaux chez l'homme parce que ça paraît quand même tellement évident, si je puis dire. Alors, il y en a quelques-uns. Il a été aimé surtout. Donc, il y en a un qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans Scientific Report où là l'objectif était différent, c'était d'essayer de remettre en place des processus de voie réflexe, si je puis dire, mais uniquement pour le contrôle vésical. Il n'y a pas eu d'autres études qui ont été faites sur la stimulation. Et souvent, même chez l'animal, ce qui est assez curieux, c'est qu'il n'y a aucun protocole qui place la bobine directement sur le site de stimulation, mais uniquement au niveau transcrânien, parce que souvent, l'effet supposé, c'est que ça joue sur la dépolarisation des neurones, et donc on part du cortex moteur, du cortex sensitif, en espérant pouvoir induire une repousse axonale. Mais on voit qu'elle joue sur d'autres cellules. Donc si on peut jouer sur d'autres cellules gliales, par exemple, on peut espérer avoir ce type de chamboulement, en tout cas au niveau de la mise en place de la cicatrice et non de l'opération. Dernière question, Fatia. J'ai deux questions. La première, c'est que vous avez dit que vous allez passer au modèle de rat. Ouais. Et je voudrais savoir si je peux faire une remarque. Si vous ne l'avez pas encore fait, peut-être que le modèle que vous avez utilisé chez la souris, c'est une transection. C'est une transection. Et chez le rat, peut-être qu'il faudrait passer à la conclusion. Ouais. La raison pour laquelle, vous le savez déjà, c'est que la réaction gliale et tout, la cicatrisation n'est pas tout à fait pareille, particulièrement sur la peau. Ouais. Et le deuxième point, c'est qu'il a été montré que quand on pousse, que les cellules souches endogènes donnent, quand vous l'avez montré, donne essentiellement des cellules gliales, comme phénotype par la suite. Et quand il y a une intervention comme peut-être stimulation, par exemple, d'autres moyens de stratégie pour stimuler justement cette prolifération, mais on peut avoir aussi le phénotype neuronal. Est-ce que dans vos stimulations, vous avez remarqué si vous avez un phénotype neuronal dans cette... On a regardé in vitro sur la différenciation des neurosphères et on n'avait pas de différence en termes de différenciation sur les animaux lésés et lésés stimulés. On avait plus de neurosphères, mais ça ne changeait pas leur potentiel à devenir des neurones ou des oligodendrocytes ou des astrocytes, mais on n'a pas regardé in vivo. On a regardé avec d'autres traitements et on arrive effectivement à induire une neurogénèse, mais qui est extrêmement limitée.